connaît tous les grandes rivalités du football, mais on connaît rarement leur origine. Derrière ces matchs explosifs, il y a des histoires de villes opposées, de classes sociales qui s'affrontent, ou même de blessures politiques jamais cicatrisées. Aujourd'hui, on plonge dans l'origine des rivalités les plus brûlantes du football. C'est parti. Le derby della Madonnina, c'est l'un des derbys les plus particuliers de la planète avec deux clubs rivaux qui partagent exactement le même stade. San Siro, aussi appelé Giuseppe Meazza, appartient aux deux. Même pelouse, même vestiaire, mais plus de 100 ans de rancœur. Tout commence en 1908. À l'AC Milan, un débat interne finit par éclater. Une partie des dirigeants veut limiter le recrutement d'étrangers. D'autres refusent cette idée. Le désaccord est total. Résultat, un groupe décide de quitter le club et fonde l'International. D'un coup, la ville se retrouve divisée en deux projets sportifs. Milan, attaché à ses racines italiennes, et l'Inter, plus ouvert, plus international. C'est à ce moment que débute la rivalité, qui va ensuite être nourrie par les rencontres sportives. Dans les années 80 à 90, le Milan d'Arrigo Sacchi et Fabio Capello devient une référence mondiale. Van Basten, Gullit, Baresi ou encore Maldini, probablement la meilleure équipe du monde à cette époque. L'Inter répond des années plus tard, notamment avec Mourinho et son triplé historique en 2010. Au fil des années, le derby produit plusieurs scènes devenues cultes. La plus connue a lieu en Ligue des Champions en 2005. Un fumigène lancé depuis les tribunes touche le gardien Dida. Match arrêté et image iconique. Rui Costa et Materazzi côte à côte, regardant la scène. Plus récemment, en 2021, Ibrahimovic et Lukaku s'empoignent en Coupe d'Italie. Preuve que la rivalité n'a jamais ralenti. Milan-Inter, c'est une fracture née d'une scission interne, presque familiale, et qui continue de se transmettre à chaque génération de tifosi. Le derby de la Ruhr, c'est le football dans ce qu'il a de plus brut. Deux clubs voisins, deux villes industrielles et une rivalité apprise dès l'enfance. Dortmund et Gelsenkirchen ne sont séparés que d'une trentaine de kilomètres. Pendant des décennies, on y travaille dans les mines, dans l'acier. Les familles en sont mélangées, les vies se ressemblent, mais le football sépare. Historiquement, Schalke domine largement avant les années 70. Le club impose sa loi, enchaîne les titres et s'installe comme la référence de la Ruhr. Dortmund prend le dessus plus tard, notamment avec la modernisation du club, le mur jaune et la montée en puissance en Europe. Le derby, lui, reste imprévisible. L'un des matchs les plus marquants a lieu en 2017. Dortmund mène 4-0 et on pense que le match est plié. Mais non, Schalke marque 4 buts en 30 minutes et arrache le nul dans les dernières secondes. Un choc total, encore cité comme l'un des plus grands matchs d'Allemagne. Autre image forte, en 99, le gardien Jens Lehmann, alors à Schalke, marque le but égalisateur lors d'un derby. Encore aujourd'hui, cet épisode fait partie du folklore du match. Côté tribune, le décor est toujours impressionnant. Tifos géants, fumigènes et atmosphère électrique. Dans la Ruhr, on dit que lorsque le derby arrive, la région s'arrête. Ce n'est pas seulement un match, c'est une question d'honneur. Perdre contre l'autre côté de l'autoroute est souvent plus douloureux que perdre le titre lui-même. Dortmund-Schalke, c'est l'âme ouvrière de l'Allemagne, condensée dans 90 minutes de tension. En Grèce, on parle du derby des ennemis éternels. Tout est dit. Athènes, la capitale culturelle et bourgeoise, contre le Pirée, le port ouvrier, rugueux. Deux mondes séparés par quelques kilomètres et une haine qui dure depuis les années 20. Olympiakos représente les travailleurs du port, Panathinaikos, l'élite de la capitale. Dès le départ, la rivalité est sociale, presque politique. Sur le terrain, l'avantage est clairement rouge et blanc. L'Olympiakos domine les dernières décennies, enchaîne les titres et écrase le championnat. Mais le derby n'a jamais été qu'un match. La tension autour dépasse souvent le football. Le moment le plus tragique a lieu en 81. Après une victoire de l'Olympiakos, une bousculade dans les tribunes provoque 21 morts, l'un des drames les plus graves du football européen. Ce drame, où la grande majorité des disparus étaient des supporters de l'Olympiakos, a été moqué en 2015 par les supporters du Panathinaikos avec cette banderole où il est écrit que les vivants puissent aller rejoindre les morts. Et cette rivalité ne se cantonne pas qu'au football. Les tensions sont aussi immenses lorsque les deux clubs se rencontrent en basket, handball ou encore volleyball. À la base, Fiorentina-Juventus n'a rien d'un derby classique. Pas la même ville, pas la même région, pas la guerre nord-sud, et pourtant, c'est l'une des rancœurs les plus profondes d'Italie. Pourquoi ? Parce qu'au fil du temps, la Juve a trop souvent humilié la Viola. 11-0, 8-0, 5-0, les Florentins ont passé des décennies à encaisser des gifles. Assez pour que la simple vue du maillot bianconero fasse monter la haine. Mais le point de rupture arrive en 82, dernière journée. Juve et Fiorentina sont à égalité. La Fio joue à Cagliari, la Juve joue à Catanzaro. À Cagliari, la Fiorentina marque, mais son but est annulé. Match nul. À Catanzaro, la Juve s'impose grâce à un penalty. Résultat, titre pour Turin. À Florence, on parle d'arbitrage douteux et de scudetto volé. La blessure devient permanente, mais le vrai tremblement de terre arrive en 90. La Fiorentina possède son joyau absolu, Roberto Baggio, le plus grand joueur italien du moment, héros de toute une ville. Mais le club décide de le vendre. À qui ? La Juventus. Florence explose, émeute, affrontement devant le siège du club et police en renfort. Certains supporters tentent même d'empêcher physiquement Baggio de partir.
Quelques semaines plus tard, Baggio revient à Florence avec le maillot de la Juve, et un moment devient légendaire. Penalty pour la Juventus. Baggio refuse de le tirer, puis, en sortant, il ramasse une écharpe violette jetée depuis les tribunes. Un geste simple, mais qui veut tout dire. Son cœur était resté à Florence. Autant de faits qui ont contribué à créer une rivalité. Tout du moins, une haine des tifosi de la Viola contre la Juve, les Turinois moquant justement le fait qu'un match contre les Florentins n'a aucune différence particulière. Istanbul, c'est une ville sur 2 continents. Et ce derby, c'est exactement ça. L'Europe contre l'Asie. Galatasaray d'un côté, Fenerbahçe de l'autre, séparés par le Bosphore et par une haine centenaire. La rivalité naît en 1909. Très vite, ces deux clubs deviennent bien plus que des équipes. Ils représentent 2 identités, 2 façons de vivre. Galatasaray bâtit une aura internationale, couronnée par sa victoire en Coupe UEFA 2000, le plus grand exploit du foot turc. Fenerbahçe, lui, règne localement. Le point d'explosion absolu. La finale de Coupe 96, Galatasaray gagne chez son rival, et Graham Souness, leur coach, prend un gigantesque drapeau rouge et jaune et le plante en plein centre du terrain de Fenerbahçe. Le stade est prêt à exploser, et la police intervient en urgence. Plus récemment, en 2019, un derby dégénère encore. Carton rouge dans le temps additionnel avec une bagarre généralisée. Tout le monde s'en mêle. Joueurs, bancs, remplaçants et staff. Ici, gagner ne donne pas 3 points. Gagner, ça veut dire dominer Istanbul pendant 6 mois. Portugal. 2 villes, 2 mondes. D'un côté Lisbonne, capitale, riche, politique, incarnée par Benfica. De l'autre, Porto, industrielle, ouvrière, fière, représentée par le FC Porto. Ce sont les 2 plus grands clubs du pays. À eux deux, ils ont remporté 23 des 26 derniers titres de champion. Dans les années 60, Benfica domine tout grâce à Eusebio et devient une référence mondiale. En 62, leur entraîneur Bela Gutmann claque la porte après un désaccord et lance une phrase devenue mythique. Benfica ne gagnera plus de Coupe d'Europe pendant 100 ans. Depuis cette date, Benfica n'en a plus gagné. La malédiction était née. Dans les décennies suivantes, Porto monte petit à petit en puissance. Une fracture culturelle se crée, le sentiment d'être ignoré par le Sud, l'envie de prendre sa revanche. Cette rage culmine en 90, lors de la dernière journée, Porto remporte le titre sur un pénalty très contesté à la dernière minute. Pour Lisbonne, c'est du vol. Pour Porto, c'est la revanche du peuple du Nord. Le vrai basculement arrive avec José Mourinho dans les années 2000. En 2 ans, Porto remporte la Coupe UEFA, puis la Ligue des Champions. Au Classico n'était pas qu'un match, c'est une opposition culturelle, sociale, presque géographique, où tout un pays se divise en rouge ou en bleu. Belgrade. 2 clubs, une ville et 0 paix. L'étoile rouge d'un côté, le Partizan de l'autre. On appelle ça le derby éternel. Pas pour rien, les 2 naissent en 1945. L'étoile rouge, créée par le ministère de l'Intérieur, et le Partizan, créé par l'armée yougoslave. 2 pouvoirs d'État rivaux et 2 visions différentes. Le football devient un prolongement politique. Très vite, les tribunes prennent le relais. L'étoile rouge, c'est les déliges. Le Partizan, les gros barils. 2 groupes ultra parmi les plus durs d'Europe. Belgrade devient un volcan. La rivalité dépasse le football. Dans les années 90, plusieurs leaders ultra participent aux milices pendant les guerres balkaniques. Certains deviennent criminels notoires. Le stade n'est qu'une partie de l'histoire. Sur le terrain, la tension est constante. Chaque but peut déclencher une émeute. Il n'y a pas de match tranquille. L'étoile rouge garde un symbole immense, la Ligue des Champions remportée en 91. Un titre qui change son statut pour toujours. Le Partizan ne l'a jamais digéré. Le derby atteint parfois des sommets d'absurdité. En 2017, une bagarre éclate entre 2 groupes ultra du Partizan, dans la même tribune. Au sol, des barres métalliques, des sièges arrachés et l'intervention de forces antiterroristes. Dans la ville, l'ambiance se prépare plusieurs jours avant. Magasins fermés, quartiers bouclés et des milliers de policiers mobilisés. Ce derby, c'est un condensé de l'histoire du pays. Identité, politique, violence et fierté. Un derby où l'enjeu dépasse largement les 90 minutes. Au départ, Boca et River sont voisins. Tous 2 naissent dans le quartier portuaire de La Boca à Buenos Aires. Mais rapidement, leurs routes divergent. River part vers le nord, s'installe dans un quartier plus riche, Núñez, et adopte une image plus bourgeoise. Boca reste dans les rues populaires du sud. La fracture était née. Boca, c'est le peuple, les ouvriers, la sueur. River, c'est les millionarios. Club perçu comme riche, plus glamour, plus propre. L'opposition sociale devient automatique. Sportivement, les 2 se croisent partout. Championnat, coupe continentale, jeunes. Chaque confrontation est un bras de fer culturel. Les tribunes, une scène. À la Bombonera, ça tremble littéralement. Les chants ne s'arrêtent jamais. Des fumigènes, des drapeaux partout et une atmosphère qu'on ressent à travers la télé. Au Monumental, même histoire. La rivalité dépasse le jeu. Elle touche la politique, les quartiers, les familles. Le moment le plus marquant de l'ère moderne a lieu lors de la finale de la Copa Libertadores 2018. À l'aller, 2 partout à la Bombonera. Mais le retour était chaotique. Le bus de Boca est attaqué près du Monumental. Des joueurs sont blessés et le match est reporté. Une décision historique est prise. Le match retour se jouera à Madrid à Bernabéu. River l'emporte, un triomphe sportif unique
et une blessure éternelle pour Boca. Bienvenue dans l'Old Firm, la rivalité la plus ancienne du football européen. Fondé en 1887, le Celtic représente la communauté irlandaise catholique arrivée à Glasgow pour fuir la misère, un club né pour aider les plus pauvres. En face, les Rangers s'identifient au protestantisme et au loyalisme britannique. Union Jack, monarchie, sentiment d'appartenance nationale. Derrière le football, il y a autre chose. Religion, immigration et territoire. Ici, soutenir un club, c'est prendre position. Pendant une bonne partie du XXe siècle, les Rangers refusent de recruter des joueurs catholiques. Une frontière invisible, mais bien réelle. Jusqu'au choc de 89, Mo Johnston, formé au Celtic, ancien héros du Celtic, signe chez les Rangers. Un séisme. Menace de mort, cocktail Molotov lancé dans son jardin, voiture incendiée, garde du corps obligatoire, les réactions sont inimaginables. Sur le terrain, c'est électrique. Tacles, échauffourées et insultes. Les stades sont prêts à exploser. Sportivement, ils écrasent le pays. Le football écossais tourne autour d'eux et les autres clubs se contentent des miettes. On pourrait croire que PSG-OM, c'est une vieille rivalité, née sur le terrain. Mais non, elle a été fabriquée. Au début des années 90, Bernard Tapie côté Marseille et Canal+ côté Paris cherchent à créer l'affiche du championnat. Deux grandes villes, deux visions du pays. Et surtout, deux clubs en pleine lumière, en France comme en Europe. Le premier PSG-OM officiel n'a lieu qu'en 71. Pendant longtemps, presque rien. Ni affrontement décisif, ni haine populaire. Les vrais ennemis de Marseille s'appellent Bordeaux, Saint-Étienne ou Nice. Mais tout change quand l'OM domine la France, puis l'Europe en 93. Paris veut exister face au Sud flamboyant. Le récit se solidifie. Capitale contre province, ville lumière contre ville populaire, Seine contre Méditerranée. Tapie alimente le feu pour motiver ses joueurs. Canal+ transforme l'affiche en produit premium et le mot classique s'impose peu à peu dans les médias. Sur le terrain, les chocs deviennent médiatiques. Lors du match du 5 mai 89, décisif pour le titre, les supporters parisiens sont interdits de déplacement, ambiance bouillante au Vélodrome. Dans les années 90, les deux clubs deviennent les seuls Français à remporter une grande Coupe d'Europe. Puis, après le rachat du PSG en 2011, la bascule est nette. Paris enchaîne titres et victoires dans les classiques. Le bilan devient largement favorable au PSG. La tension reste pourtant intacte. En 2020, un match dégénère au parc. 5 expulsions, bagarre générale, Neymar accusant Alvaro d'insultes racistes. C'est devenu une image moderne de cette rencontre brûlante. Aujourd'hui, le classique n'est pas un derby géographique. Il n'est pas né naturellement. Mais il s'est imposé par la télé, la politique sportive, puis par les émotions. Voilà pour cette première sélection des plus grandes rivalités du football. Et ce n'est que le début. Dans une prochaine vidéo, on plongera dans d'autres derbys tout aussi explosifs, aux origines parfois improbables et aux ambiances encore plus folles. Alors si tu veux découvrir la suite, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Je te dis à bientôt. Ciao.